Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une nouvelle leçon sur l'économétrie du Série temporel et en particulier sur la modélisation Garch. Notre leçon d'aujourd'hui se propose de parler des faits stylisés des rendements financiers, à savoir la persistance de leur volatilité. Et donc, ce phénomène de persistance de la volatilité, c'est ce qu'on appelle communément la mémoire longue, a été un challenge pour la modélisation Garch et plusieurs auteurs ont proposé des extensions du modèle Garch qui sont capables de prendre en compte la présence d'une mémoire longue dans la volatilité. Je rappelle le modèle Garch le plus simple qui a été introduit par Boleslav comme une extension du modèle Arch introduit en 1982 par Robert Ingel. Selon Boleslav, l'équation de la variance conditionnelle pouvait s'écrire comme cette formulation analytique, c'est-à-dire vous avez les valeurs retardées des yt, c'est-à-dire les chocs qui vont s'abattre sur le marché et donc vont avoir une influence et un impact sur la volatilité des rendements de l'actif financier que nous sommes en train d'analyser. Et une deuxième composante, c'est les valeurs retardées de la variance conditionnelle à l'instant T-1, T-2, T-3, T-4. Et donc, cette spécification de la variance conditionnelle n'est possible que s'il y a respect de deux contraintes. Et la première contrainte, c'est la contrainte de positivité de tous les paramètres. La deuxième est relative à la stationnarité. Et donc, si on veut rester dans un cadre stationnaire, il faut impérativement que la somme des coefficients alpha et des coefficients bêta reste strictement inférieure à 1 pour garantir le phénomène que nous avons déjà en évidence, à savoir le phénomène de retour vers la moyenne, le mean reverting de la volatilité, c'est-à-dire que la volatilité conditionnelle fluctue au cours du temps, mais autour d'une valeur moyenne que nous avons appelée la variance non conditionnelle. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que pour mesurer la persistance de la volatilité, pour mesurer la mémoire longue de la volatilité, ou la mémoire longue pouvant exister dans la volatilité des actifs financiers qu'on analyse, on va faire appel à la somme des coefs alpha et la somme des coefficients bêta, et ça va nous donner une mesure concrète de la persistance et de cette mémoire longue existant dans la volatilité. Et si l'on prend le modèle le plus largement utilisé dans les recherches empiriques, à savoir le modèle Garch 1, au fait, l'addition du coefficient alpha et du coefficient bêta, qui doit rester strictement inférieur à 1 pour garantir la stationnarité de la variance conditionnelle, mais ça nous donne une mesure de la persistance de la volatilité. Et donc, lorsqu'on a fait une estimation sur les rendements de l'indice boursier de CAC 40, de la Bourse de Paris, nous nous étions aperçus que le alpha et bêta, qui représentent, leur somme s'élève à 0,98. Donc, c'est très proche de 1, mais ça reste quand même inférieur à 1. Et donc, cette somme entre le paramètre alpha, qui est l'effet Garch, et le paramètre bêta, qui est l'effet Garch, qui est très élevé, qui approche 1, met en évidence la persistance et la mémoire longue de la volatilité.
Et donc, si vous voulez, si je veux faire un corrélogramme de la volatilité sur ma droite ici, je m'aperçois qu'il y a une décroissance lente, des autocorrélations et il y a un pic significatif au niveau de l'autocorrélation partielle. Ça me rappelle ce que nous avons déjà observé lorsqu'on a parlé de la racine unitaire. Et donc, à gauche, lorsque on a fait le corrélogramme, on a tracé le corrélogramme de la série temporelle de l'indice CAC 40 à l'état brut, c'est-à-dire non encore stationnarisé, nous n'avions pas encore éliminé la tendance stochastique, c'est-à-dire la racine unitaire, nous avons pu mettre en évidence qu'il y a une décroissance très très lente de la fonction d'autocorrélation et un pic significatif au retard 1 de la fonction d'autocorrélation partielle. Et donc, au fait, le comportement de la volatilité, il a dans sa structure une persistance, il révèle une autocorrélation qui ne décroît pas de façon exponentielle, mais de façon très très lente, je dirais hyperbolique. Et donc, le modèle Garch traditionnel qui a été présenté par Bolerslev, certes, en additionnant le paramètre alpha et bêta, mais en évitant cette persistance, mais on n'a pas un paramètre précis pour mesurer cette persistance. Alors, sur le plan empirique, il y avait la première tentative a été faite par Robert Engel et par Bolerslev en 1986. Ils ont dit, supposons que la somme des paramètres alpha et la somme des paramètres bêta soit égale à 1. Et donc, dans ce cas, la variance non conditionnelle, il est infinie. Et donc, l'hypothèse de la stationnarité en covariance des rendements n'est plus vérifiée. Donc, il n'y a plus de stationnarité en covariance et ça nous rappelle les processus ARIMA pour lesquels il y avait une non-stationnarité en moyenne. Là, on a une non-stationnarité en covariance, c'est-à-dire il y a une racine unitaire dans le processus de la variance des rendements. Et donc, dans ce cas, puisqu'il y a une racine unitaire, puisqu'il y a une intégration dans le processus de la volatilité, la variance conditionnelle va alors suivre un processus que Engel et Bolerslev ont appelé un Garch intégré ou bien Integrated General Autoregressive Conditional Heteroscedasticité. Et pour rappel, en finance, c'est la base du modèle Risk Matrix qui a été introduit par le géant bancaire américain, la banque JP Morgan, pour mesurer le risque de marché. Je répète, le risque de marché, l'exposition des portefeuilles d'investissement de la banque JP Morgan au risque de marché financier a été mesuré, a été quantifié par un modèle célèbre qu'on appelle le modèle Risk Matrix. Et au fait, lui, il est construit sur la base d'un modèle Egarch. C'est-à-dire, pour lui, il y a une racine unitaire dans le processus de la variance des rendements des actifs qu'il détient dans son portefeuille d'investissement. Et donc, en fait, si l'on prend un modèle Egarch simple, ça veut dire un modèle Egarch 1, il peut s'écrire comme suite. Et là, nous avons le alpha plus bêta est égal à 1. Et au fait, pour la banque Risk Matrix, pour la banque JP Morgan, dans son modèle Risk Matrix, pour elle, le paramètre bêta pour des données journalières s'élève à 0,94 et le paramètre alpha s'élève à 0,06. Donc, c'est comme si vous avez lambda et 1 moins lambda, tout simplement. Okay. Et donc, ce processus Egarch, il correspond au cas d'une racine unitaire dans la variance conditionnelle et ça nous rappelle les processus ARIMA parce qu'il va se caractériser par une persistance, mais cette fois pas dans la moyenne mais dans la variance
Et concrètement, cela veut dire tout simplement que si jamais il y a un choc qui survient sur la variance conditionnelle actuelle, c'est-à-dire d'aujourd'hui, ce choc, il va se répercuter sur toutes les valeurs futures de cette variance conditionnelle. Et donc, le choc va avoir un effet permanent sur la variance. Il n'aura pas un effet transitoire et donc il ne va pas s'estomper, il ne va pas disparaître. Et donc, toutes les valeurs futures de la variance vont être impactées par le choc survenu à l'instant T. Et donc, je vais essayer d'estimer un modèle Y-1. Et donc, vous voyez très bien que lorsque je vais l'estimer sur le modèle CAC 40, je trouve des paramètres qui ne sont pas très lointains des paramètres utilisés par le modèle Riskmetrix, à savoir 0,93, 0,65, 0,06 et 0,065 et à peu près 0,934. Donc, ce n'est pas très loin des paramètres 0,06 et 0,94 utilisés par le modèle Riskmetrix. Alors, si vous voulez, c'est un cas extrême et les hypothèses ne sont pas réalistes parce que admettre l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans le processus de variance pose des problèmes d'ordre mathématique et donc d'un point de vue théorie asymptotique que je ne vais pas développer ici. Et donc, la question qui s'est posée, y a-t-il pas moyen de trouver un modèle Garch de la famille Garch qui prend en compte le phénomène de persistance de la volatilité, mais sans pour autant aller à l'hypothèse extrême de l'existence d'une racine unitaire dans le processus de la variance. Et effectivement, c'est la mission que se sont assignés trois chercheurs, Bailey, Bolerslev et Michelson, qui dès 1996 ont proposé un processus Figarch. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce processus Figarch? Comme on dit, c'est Fractionally Integrated General Autoregressive Conditional Heteroscedastic. Au fait, ils vont présenter une modélisation, mais cette modélisation va s'adapter à une décroissance hyperbolique des autocorrélations, c'est-à-dire le fait stylisé qu'on vient de montrer dans les slides précédents. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décroissance exponentielle, mais il y a bien une décroissance lente qui a une forme hyperbolique. Et donc, l'originalité de ce processus Figarch, c'est qu'il constitue un cas intermédiaire entre les processus Garch et le processus et les processus Igarch. Pourquoi il constitue une, comment dirais-je, pourquoi il constitue un cas intermédiaire? Parce qu'au fait, dans le cadre du processus Igarch, nous avons le petit d qui est égal à 1, et dans le cadre du processus Garch, le petit d égal à 0. Et donc ici, on va remplacer l'opérateur 1 moins L par l'opérateur 1 moins L exposant D. Et donc, au fait, ici, nous aurons à estimer ce paramètre d'intégration fractionnaire qu'on va appeler petit d. Et ce petit d, si on trouve qu'il est strictement compris entre 0 et 1, ça prouve qu'il y a bien présence, que le modèle, il y a présence d'une persistance de la volatilité, et deux, que le modèle Figarch est le modèle pertinent à la place du modèle Igarch. Et donc ici, je vous présente une comparaison entre le processus Igarch 1 et le processus Figarch 1. Donc, je commencerai par le cas le plus simple, c'est l'estimation d'un modèle Garch 1. Et ici, je vais estimer un modèle Igarch 1. Et ici, on va estimer un modèle Figarch 1 et en particulier, nous allons estimer le petit d. Et nous venons de dire que le petit d doit théoriquement compris entre 0 et 1. Et bien justement ici, ce paramètre d'intégration fractionnaire s'élève à 0,48 et donc il est très loin
de paramètre petit d égale à 1 sur lequel repose le modèle I'1,1. Et donc, en fait, lorsque je vais comparer les trois modèles, je m'aperçois que bon, les deux modèles ont le modèle Garch1,1, il a une supériorité sur le modèle I'1,1. Et nous avons dit qu'il repose sur des hypothèses pas crédibles sur le plan mathématique et statistique. Et je dirais que c'est plus le modèle Garch1,1, il reste une solution de choix. Mais si on veut faire une extension pour prendre en compte la présence de la mémoire longue, il faut faire appel au modèle Phi-Garch 1,1. Et donc, ici, vous observez que le coefficient, enfin, le critère d'Akaik, d'information d'Akaik s'élève ici à moins 6, la valeur, il a une valeur de moins 6,0497, alors qu'ici, c'est moins 6,0457. De même, si je compare la log vraisemblance pour un modèle Garch1,1, il s'élève à 24 084. Ici, il s'élève à 24 101. Donc, il y a bien une supériorité du modèle Phi-Garch 1,1 sur le modèle I'1 et sur le modèle comment dirais-je, sur le modèle Garch 1,1 classique. Donc, pour résumer, je dirais que nous avons présence d'un fossilisé dans la volatilité des rendements financiers, à savoir la persistance ou bien la mémoire longue. Okay. Dans un modèle Garch 1,1 traditionnel tel que présenté par Boleslev en 1986, le coefficient alpha plus bêta d'un modèle Garch 1,1 doit rester strictement inférieur à 1, et plus il est élevé, mieux il montre qu'il y a présence de cette mémoire longue, de cette persistance. La première proposition a été le modèle I'1,1, qui est un cas particulier du modèle Garch1 et qui est la base du modèle Risk-Matrix de la banque JP Morgan pour, comment dirais-je, quantifier son risque de marché. Mais la plus grande innovation, si vous voulez, a été l'introduction de ce modèle Phi-Garch qui est suffisamment flexible pour capter la mémoire longue existant dans la volatilité, ce phénomène de persistance de la volatilité, grâce à son paramètre d'intégration fractionnaire, le petit d, qui théoriquement doit être compris entre 0 et 1. Et c'est ce qu'on a estimé ici. Et ce slide comparatif met bien en évidence la supériorité du modèle Phi-Garch par rapport au modèle Garch1 et par rapport au modèle Garch traditionnel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.